non, on applaudit après, c'est optionnel. Hein. Le principe, c'est que si ça vous a plu, vous en parlez autour de vous, sinon ça restera entre nous. Je vous remercie de m'accueillir d'abord. Je remercie Patrick Valverde de TVT et Loïc Lemel, président de 4317, sans lesquels cet événement n'aurait pas pu avoir lieu. Et puis je remercie Sylvain Ponce de l'UPV pour m'avoir fait signe et m'avoir permis d'être ce soir devant vous. Je suis très honoré de clore cette journée. On m'a dit que Jacques Attali était attendu, mais qu'il n'avait pas pu venir. J'espère que ça ne se verra pas. Voilà, je m'appelle Philippe Devost, j'ai 25 ans de technologie derrière moi, avant même que ça s'appelle le digital. J'ai déployé un réseau Internet en France, qui s'appelait Wanadoo. J'ai été dans 3 startups, dont 2 se sont plantées et une que j'ai revendue à Apple, dont j'étais le dirigeant. J'ai investi vos impôts et les miens dans l'économie numérique à travers le programme d'investissement d'avenir. J'ai déployé un programme d'innovation dans le groupe Vinci, qu'on a appelé Léonard, parce qu'on a le sens de l'humour. Et j'aime transmettre. Et puis j'oubliais ici, on a eu quelqu'un qui nous a fait, on a eu deux designers qui nous ont parlé de typographie. J'ai réalisé une typographie aussi, elle était très très moche, mais une de ces lettres a été utilisée pour le logo des ACDIC il y a très longtemps, avant que ça s'appelle Pôle emploi. Je ne sais pas s'il faut être fier de ça, mais en tout cas c'est la réalité. Alors, je suis ravi de revenir à Toulon en fait. La dernière fois que j'y étais, c'était en 2013, et je voudrais vous raconter une histoire à ce sujet. Je venais pour intervenir sur le sujet de la marine numérique dans une réunion de DSI de la marine qui s'appelle la Cominfor. Et j'étais venu leur raconter aussi une histoire. Donc vous suivez, il y a une histoire dans l'histoire. Et je faisais ça devant des amiraux. Là, devant moi, là, les 3 premières rangées, il n'y avait que des amiraux. Et moi, la dernière fois que j'avais vu un amiral, j'étais chef de quart, j'étais élève officier de réserve. Donc l'amiral, c'était la première personne à qui on parlait après Dieu. Et encore, on n'osait même pas le regarder dans les yeux. Donc j'étais super impressionné. Et donc je leur raconte une histoire qui est toute bête. J'ai fait mon service militaire dans la marine aux Antilles, comme ça ne se voit pas sur la photo. On est il y a quasiment 30 ans. Et c'est une époque où on fait tout seul. C'est-à-dire que pour se repérer sur un plan d'eau, pour naviguer à l'estime, on utilise le sextant pour relever les droites de soleil. Et la règle du jeu, c'est qu'on fait ça notamment parce que la marine n'a pas les moyens, mais surtout parce qu'on veut pouvoir être autonome en cas de déflagration nucléaire. Et donc là, ça c'est moi en train de faire le point. Vous voyez, j'ai pas changé, toujours la chemise blanche, pardon. Et il y a un appareil intéressant qui était possédé par le commandant d'un navire qui naviguait à côté de nous. On rentrait d'Haïti. Et il y avait un aviso escorteur à côté de nous dont j'avais oublié le nom, c'est ce que je leur raconte. Et le commandant qui avait un GPS, donc le truc qui est à gauche, blague avec mon commandant à moi en disant bah, tiens, on va voir si ton chef de quart est bien sur la route, je vais te donner mon point GPS. Et donc il lui communique le point GPS et coup de bol, j'étais sur la route. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que donc à la fin de mon histoire, je leur dis voilà, la seule chose que j'ai oubliée, c'est le nom du commandant du bateau et le nom du bateau. Et quand à la fin de ma conférence, je viens m'asseoir, l'amiral qui était à côté de moi se penche vers moi et me dit elle était marrante votre histoire. Le bateau s'appelait le commandant Biro, j'en étais l'officier en second. Ça fait assez bizarre, hein, 25 ans après. Mais le lien entre ce que je viens de vous raconter et ce que je vais vous raconter maintenant, il est en haut à gauche. Il y a près de 30 ans, un GPS, c'était une valise. Ça coûtait 3 000 € et seuls quelques militaires fortunés pouvaient s'en offrir pour vérifier que leurs aspirants chefs de quart étaient bien sur la route. Aujourd'hui, il y en a un dans chacune de vos poches. C'est un objet que vous ne pouvez même plus voir parce que c'est intégré sur une puce de silicium et il y en a un dans chacune de vos poches. Pourquoi je vous raconte ça ? Je vous raconte ça parce que quand vous prenez la mesure de la distance entre ce truc très gros et très cher que vous n'avez jamais vu, mais 3 000 $, vous voyez à peu près ce que ça veut dire. Et ce qu'il y a dans chacune de vos poches maintenant, personne n'aurait pu imaginer à cette époque-là ce qui se passerait, 30 ans après. Et donc la question qu'on peut se poser ensemble, c'est comment est-ce qu'on imagine le futur ? J'ai 30 slides, il me reste 15 minutes, donc on va essayer d'aller vite. Et je voudrais surtout que vous reteniez quelques points. Le premier, c'est que c'est difficile d'imaginer l'avenir et que c'est normal. Ne vous angoissez pas le soir quand vous vous couchez en disant « je n'arrive pas à me projeter dans l'avenir », c'est normal, on est fait comme ça. Que comprendre ce qui s'est passé ces 15 ou 20 dernières années peut vous aider énormément à décoder les grands phénomènes qui sont à l'œuvre et les grandes lois qui sont à l'œuvre, et donc à mieux anticiper ce qui va se produire. Que la révolution numérique, pour ceux qui en doutent encore, elle a déjà eu lieu en fait, elle est terminée et on n'a pas fini de s'en apercevoir.
qu'on est face à des enjeux qui sont certes technologiques, mais surtout politiques et culturels. Je crois que les intervenants précédents l'ont bien souligné. Et que la clé, finalement, entre cette jonction du passé vers l'avenir, c'est le présent. Et qu'au cœur du présent se cache un enjeu très important dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, l'avenir, c'est quand même un truc assez fantasmatique. C'est un sujet dans lequel on projette énormément de frustration, d'attente et où on repousse. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont très, très procrastinateurs? Voilà. Je pense que vous comprenez assez bien ce que décrit cette citation qui est là-haut, qui n'est évidemment pas de moi. C'est voilà, l'avenir, c'est là où on repousse tout ce qu'on n'assume pas dans le présent. Mais il y a d'autres tentatives de définir ce pays imaginaire. Il y en a une, est-ce que vous savez à qui on la doit, celle-là? On a rêvé de voitures volantes et on a eu Twitter. C'est qui? C'est Peter Thiel. Peter Thiel, qui est un des fondateurs de PayPal, qui est un des plus ardents apôtres d'un libertarisme total, et qui a eu cette phrase un peu sarcastique. Alors je vous en propose une deuxième, et je vais vous demander là à nouveau de qui elle est. Non, pas celle-là, pardon. Celle-là. Ça vous dit rien? Quelqu'un a lu Le Neuromancer? Voilà, c'est William Gibson. Et en fait, on est là dans cette espèce de culture cyberpunk qui a été évoquée tout à l'heure et dans laquelle se projetait un très grand nombre d'Américains dans les années 60 ou 70. Il y en a une troisième que je préfère. On va voir si elle arrive. Non, décidément, ce clicker n'a pas d'avenir. Et alors celle-ci, elle est intéressante parce qu'elle est beaucoup plus ancienne. Elle est plus inattendue. Bon, c'est ma préférée, mais ça n'a rien à voir. Et je voudrais vous demander si vous en connaissez l'auteur. Oui, bravo. C'est Saint-Exupéry, donc c'est un Français pour une fois. Elle paraît à titre posthume, puisqu'elle paraît dans Citadelle, qui est un roman qui est publié en 1948 alors qu'il s'est déjà tué. Et je pense que c'est celle qui dit le mieux, ou qui exprime le mieux ce que je voudrais partager avec vous ce soir. Alors je vais revenir au problème que nous avons, qui est savoir pourquoi il est si difficile d'envisager l'avenir à l'échelle individuelle, à l'échelle collective de ce qu'est un petit groupe humain ou une entreprise, et à l'échelle du dessus, qui est celle d'une nation. Vous avez remarqué qu'autant autour de vous, vous avez probablement des amis un peu geeks qui vous expliquent les choses quand vous ne comprenez pas. Dans vos entreprises, pour ceux d'entre vous qui travaillent dans des entreprises plutôt grandes ou dans des institutions, ça a déjà un peu plus de mal à suivre. Et à l'échelle politique, je pense que vous avez chacun en tête une ou deux déclarations dont vous continuez à ne pas comprendre le sens, mais dans lesquelles, en gros, vous vous dites que celui qui les a prononcées n'a pas dû comprendre grand-chose au film. Eh bien, la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, c'est que c'est normal. C'est un problème qui est totalement culturel. L'innovation nous insécurise. Et quand on la déploie à l'intérieur de grandes structures, elle nous insécurise encore plus collectivement, puisqu'elle vient s'attaquer non seulement à nos convictions et à nos zones de confort, mais qu'elle vient en plus percuter quelque chose que les organisations n'aiment pas du tout voir contester, qui s'appelle les procédures et l'organisation. Donc ça, c'est une petite illustration évidemment très empirique, et qui donne les résultats suivants. C'est que quand on ne comprend pas quelque chose, on va se mettre à faire des raccourcis. Alors nous en France on adore parce que comme on est super conceptuel, dès qu'on capte pas, on trouve la formule choc, si possible un peu punchline, on met ça en tête du journal, tout le monde comprend, enfin tout le monde croit avoir compris et on passe au sujet suivant. Évidemment c'est très confortable parce que ça nous évite d'avoir à chercher à comprendre, ça nous évite d'oser poser la question la plus importante. C'est quoi la question la plus importante qui soit, que vous devriez poser des dizaines de fois par jour? C'est laquelle? C'est pourquoi. Pourquoi? Inlassablement. Inlassablement demander pourquoi. Vous avez le droit de ne pas avoir compris. Vous avez le droit de vouloir comprendre. Et ceux qui sont autour de vous ont le devoir de vous l'expliquer, et ce jusqu'à ce que vous ayez compris. Et on a fait des erreurs d'appréciation colossales. Là, j'ai pris juste deux exemples très caricaturaux avec Dilbert, qui fait un contresens sur ce que c'est qu'Internet et qui fait un contresens sur ce que c'est que la blockchain. Je n'ai pas le temps de développer ce soir, mais on a fait deux contresens majeurs qu'on est encore en train de payer aujourd'hui. Je vais juste en donner un comme exemple. Internet n'est qu'une machine à copier de l'information de manière ultra efficace, parce qu'avec un, on fait deux. Avec une photo que vous faites ici, on en fera deux dès que vous l'aurez envoyée. Donc on duplique en permanence à coût marginal nul. Si on avait compris ça de manière plus intérieure, les médias ne se seraient pas engagés, les sociétés d'édition de musique ne se seraient pas engagées tête baissée dans le sujet, et auraient probablement réfléchi. Elles ont payé un prix très très lourd pour ce contresens.
Puis alors, il y a nos modèles. Nos modèles de business sont morts. Je sais pas, qui d'entre vous se souvient de la matrice du BCG? Non, ça vous dit, vous êtes trop jeune. Bon, je ne vais pas vous la faire. En gros, si elle vous disait quand même que quand vous étiez le numéro 1 mondial, que vous étiez 2 fois plus gros que le numéro 2, et sur un marché qui croissait à 2 chiffres, vous étiez peinard. Vous ne risquiez rien. Si vous ne faisiez pas de grosses erreurs, il ne pouvait rien vous arriver. En 2007, il y a une société qui avait 40% de part de marché, dont le suivant avait 20% de part de marché, sur un marché en croissance de 20% par an, qui était le marché du téléphone mobile. Cette société s'appelait Nokia. Nokia a disparu en 7 ans, alors que tous les modèles de business prévoyaient normalement qu'elle ne pouvait pas mourir. Alors je continue, vous commencez à comprendre qu'il se passe des choses assez curieuses, et plus j'interviens devant des jeunes, ce que vous êtes tous, y compris moi, plus on s'aperçoit que la génération de nos enfants n'a aucune représentation de ce que c'était avant. On est les derniers à avoir compris comment le monde a pu fonctionner avant les réseaux, avant le mobile, avant la présence permanente à distance. Et d'ailleurs, certains de nos enfants commencent à poser des questions assez rigolotes. Je prends l'exemple d'une d'entre elles qui est dis-moi, j'ai bien compris qu'il y a une époque où il n'y avait pas de PC, mais comment tu faisais pour te connecter à Internet avant qu'il y ait des PC? On commence à entendre des enfants qui posent ces questions-là. Et pour eux, très rapidement, un livre, ça va être un Kindle qui ne marche pas, ça va être un iPad qui ne marche pas, enfin, ça va être quelque chose qui ne marche pas. Et donc cette rupture, elle est à l'œuvre là. Le point de bascule, il est en 2007, et je pense qu'on ne l'a pas bien compris. Et le meilleur moyen d'illustrer les choses, c'est d'utiliser une cartographie que j'ai à peine complétée, mais qui est absolument géniale, qui est faite par un prof dont il n'y a pas beaucoup de traces sur Internet, il s'appelle Derek de Kerkhove, et qui a eu l'idée géniale de représenter les grandes étapes de l'humanité en générations, et pas en années. Parce que si je vous explique qu'il y a 45 000 ans, l'homme a commencé à énoncer des bribes de langage, ça ne veut rien dire pour personne. On est d'accord? On ne se représente pas 45 000, on ne voit pas ce que ça veut dire en années, c'est trop loin. Si maintenant je vous dis que le langage a traversé 1700 générations humaines, normalement, un certain nombre d'entre vous vont hocher la tête, ils ne vont pas comprendre pour autant, mais ce n'est pas grave, ils vont se représenter la chose de manière beaucoup plus intelligible. Beaucoup plus intelligible. Bon, ça marche toujours. Et du coup, vous voyez très bien l'accélération. Le langage écrit, l'écriture traverse 300 générations, donc c'est 5 fois plus rapide. Gutenberg, c'est 10 fois plus rapide, à peine 35 générations, et ensuite ça s'affole. Le point qui est important, ce n'est pas tellement la compression du temps, c'est surtout cette question de génération. Je vais m'expliquer. Une génération, on peut la définir pas uniquement comme une durée de vie moyenne d'un individu adulte, on peut aussi la définir comme l'espace, la durée observable simultanément par des parents, des enfants et des grands-parents. Et cet espace observable, c'est celui dans lequel va se jouer la question de la transmission, c'est celui dans lequel va se jouer la question de la discussion et de l'affrontement. Peut-être certains d'entre vous ont-ils, comme moi, des souvenirs, quand ils étaient petits, de discussions enflammées à table sur la télévision, le téléphone, ces objets qui venaient de faire irruption dans des dizaines de millions de foyers, et au sujet desquels, finalement, une discussion ou une engueulade, c'est quoi? C'est une tentative de comprendre à plusieurs ce qu'on observe comme réalité commune, même si ça frotte un peu. Ça, à partir du moment où on est soumis à des mutations majeures d'ordre intragénérationnel, je prétends que d'ici notre mort à chacun, alors je suis totalement convaincu qu'aucun d'entre vous dans cette salle ne va pas mourir, donc je ne suis pas du tout, comment dire, convaincu par M. Laurent Alexandre, pour rester sobre. Mais en revanche, je suis totalement certain que nous allons voir encore 2 à 3 révolutions profondes qui vont venir nous challenger sur nos convictions éthiques, nos convictions politiques. Je vais prendre un exemple. Tout le monde avait commencé à oublier la blockchain et voilà Facebook, on en reparlera, qui lance un projet de monnaie mondiale. Ça ébranle, ça. Ça a une portée politique qui est phénoménale. Et c'est en train d'arriver alors qu'on a à peine digéré la révolution numérique. Et donc voilà, petit exercice, demandez à vos enfants quand vous rentrez chez vous ce soir ou ce week-end, comment ils pensaient que le monde a fait pour fonctionner avant Internet, avant le téléphone, avant l'électricité, avant la machine à vapeur, ne fût-ce que pour les aider à prendre conscience que si on est là ici ce soir, c'est qu'il y a un tas de générations avant nous qui ont réussi à se débrouiller quand même pour construire et faire humanité sans tous ces outils. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas bons, je suis simplement en train de dire qu'ils n'ont pas toujours été là.
Donc qu'est-ce que le passé nous apprend si on essaie de le regarder avec cet œil un peu critique, un peu lucide? Le passé nous apprend d'abord que la plupart des lois technologiques qui sont à l'œuvre, y compris dans ce clicker qui fait n'importe quoi, ces technologies sont exponentielles. Et l'exponentiel, c'est un truc, on n'est pas fait pour. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec l'exponentiel, c'est normal, c'est pas grave. En revanche, c'est quand même bien que vous posiez la question. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas fait pour l'exponentiel? Parce que d'une part, quand on veut donner la direction, on fait ça, on ne fait pas une quenelle, d'accord? Et d'autre part, quand on veut aller quelque part, on dit ok, très bien, bah, j'y vais pas à pas. Quand vous faites ça, vous êtes simplement linéaire, vous avez divisé la distance que vous aviez à parcourir par le temps qu'il vous faudrait, point barre. Et donc on ne comprend pas du tout quand les choses accélèrent, pas du tout. Alors je vous ai donné quelques exemples, on n'a pas le temps de les lire là, mais ça vous donne une petite idée des vitesses de diffusion phénoménales. Là-dedans, je n'ai pas mis, s'il y a Internet, Wanadoo, le premier million d'abonnés de Wanadoo, on a mis 4 ans. Voilà, 4 ans. Les premiers 50 millions de joueurs sur Angry Birds, 35 jours, et je crois que Pokémon, c'est encore pire. Donc ça a changé d'échelle. Il faut que vous reteniez que ça change d'échelle avant même qu'on ait réussi à le comprendre. Là, c'est juste rigolo, c'est ma première machine et pas ma dernière, mais presque. Tout a été multiplié par des facteurs 100 de plusieurs centaines à plusieurs milliers, sauf le prix et le poids, qui ont été divisés par un facteur entre 3 et 6. C'est pareil, si vous êtes né au début de ce siècle ou si vous êtes né en 2007, pour vous, c'était vide. Enfin, l'idée même qu'il y ait des gros... En plus, ces machines-là, on les a toutes mises à la poubelle, sauf quelques fous furieux qui ont des musées. Donc, faites l'exercice d'aller chercher dans vos vieilles poubelles, enfin, ou dans vos vieux bacs de rangement, des téléphones mobiles que vous aviez avant. Vous savez comment nos enfants les appellent? Des 9 touches. Vous avez encore des vieux 9 touches chez vous? Montrez-les à vos enfants, vous allez voir. Très intéressant. On a le sujet du stockage. Le sujet du stockage veut simplement dire qu'aujourd'hui, votre téléphone, votre disque dur sont devenus les plus grandes poubelles de votre domicile. Vous ne savez même plus ce qu'il y a dedans. L'exemple que j'aime bien là-dessus, c'est que j'en vois certains qui prennent des photos avec leur smartphone. Pour la plupart d'entre vous, les photos que vous prenez avec vos smartphones, s'ils sont très récents, ne tiendraient pas dans ce disque dur qui pèse 5 tonnes, qui est chargé à bord d'un avion de la Pan American en 1956 et qui valait 5 millions de dollars. Je prends le temps de vous expliquer ça parce qu'en fait, on est en train d'arriver dans le régime où l'exponentielle, d'une part, produit des résultats assez bizarres. Vous connaissez tous cette histoire, je ne vais pas la développer. Hein. Elle se passe en Occident avec un roi et un aventurier qui joue aux échecs. Elle se passe en Asie, elle se passe au Moyen-Orient. Et à chaque fois, c'est le jeu d'échecs, l'aventurier, le puissant qui défie l'aventurier aux échecs, et l'aventurier qui dit bah, « si jamais je gagne, moi je ne veux pas grand-chose, je veux juste un grain sur la première case, 2 sur la deuxième, et ainsi de suite ». Cette histoire, elle pose plein de problèmes, notamment le fait que à la fin de la dernière case de l'échiquier, la pile de grains, de riz, etc., si elle existait, parce que le roi est ruiné, dépasserait l'Everest en hauteur. Ça vous donne une petite idée de jusqu'où va l'exponentielle. Mais surtout, et ça on le doit à Kurzweil, il y a cette idée intéressante de la deuxième moitié de l'échiquier. Elle veut dire quoi? Vous voyez bien qu'au début, ça se passe encore assez bien. Bon, là, on commence à intuiter qu'à partir de la deuxième rangée, ça va être compliqué de continuer à empiler les grains, d'accord? Mais on arrive encore à compter, on arrive encore à se représenter. Parce que la deuxième moitié de l'échiquier, on commence à partir en milliers de millions de milliards. Et donc, on arrive à des nombres qu'on n'est plus capable de traiter, qu'on ne comprend plus. Hein, le milliard, ça va encore à peu près. Je pense qu'il n'y a pas de milliardaires dans la salle. Si? Non? Alors, de toute façon, ils n'assumeront pas de le dire, donc on ne saura jamais. Mais vous savez tous que le milliard, c'est l'ordre de grandeur de la population mondiale, c'est l'ordre de grandeur du déficit budgétaire français, c'est l'ordre de grandeur de la capitalisation boursière de quelques très très grandes boîtes, et c'est l'unité de compte de la fortune de M. Bernard Arnault, même s'il y a un 100 devant milliard. Mais le milliard, on sait encore à peu près les comparer. Mais quand vous partez en millions de milliards, c'est foutu. Et ce qui est assez intéressant, c'est que culturellement, on est en train de sortir du régime dans lequel on arrivait encore à peu près à comparer les choses. Alors, est-ce que, pour autant, il faut se dire, OK, bon, bah, de toute façon, faisons table rase du passé, tout s'invente aujourd'hui, hier n'a aucun sens. Bah, ce n'est pas totalement vrai, je vous ai juste pris 2 exemples. Est-ce que quelqu'un sait soit ce qu'est le truc qui est à droite, soit le bonhomme qui est à gauche, ou les deux? À droite, c'est un? Allez! Un carnet de compta, comptabilité à double entrée. Qui invente le registre comptable à double entrée? Le monsieur à gauche, Luca Pacioli, c'est un moine franciscain installé à Venise. On est il y a 5 siècles. C'est le fondamental de toute l'économie actuelle. Toute l'économie financière actuelle se repose sur la compta à double entrée, y compris les avatars les plus technologiques comme la blockchain, qui est juste un registre.
Donc le registre, ça ne date pas d'hier. De la même manière, la décentralisation, ça ne date pas d'hier. Ça, je laisse ça pour les geeks, hein, mais la première décentralisation, c'est Internet, hein, ça a été évoqué tout à l'heure, en réponse à un besoin du gouvernement américain d'assurer la continuité militaire et civile du fonctionnement des États-Unis en cas d'attaque nucléaire russe. Si vous avez un système de commandement complètement centralisé, il suffit que la fusée atomique elle tombe exactement là où vous êtes et c'est fini. Plus personne ne peut savoir ce qu'il faut faire. Si vous avez un réseau maillé, comme c'est le cas pour Internet, quand vous faites sauter des nœuds, vous ralentissez le réseau parce qu'il y a moins de chemins possibles d'un point à un autre, mais vous ne bloquez pas les communications. Et moi, j'en ai fait l'expérience de manière très, très flagrante en 2001. Tout le monde se souvient où il était le 11 septembre 2001. Bon. Moi, j'étais à Paris. La première start-up dans laquelle je bossais, on avait des bureaux à Paris et notre siège à New York. Et le siège à New York, il était sur Wall Street Court, donc à côté de Wall Street, assez près des Twin Towers. Et quand on a compris qu'il se passait quelque chose, on a constaté petit 1 que les télés passaient en boucle assez peu d'images parce qu'elles avaient peu d'images, mais que ça avait l'air très très impressionnant. Petit 2, que les réseaux téléphoniques avaient sauté. Il était impossible de téléphoner, même quasiment pas en France et certainement pas à travers l'Atlantique, parce que les réseaux téléphoniques, c'est des réseaux en étoile. Je vous rappelle qu'on appelait ça les centraux téléphoniques. C'est pas un hasard, tout est centralisé. Et par Internet, via l'ancêtre de Messenger, de WhatsApp, de toutes les messageries instantanées qui s'appelait quelqu'un. Il y a un cheveu blanc comme moi qui se souvient comment s'appelait l'ancêtre de tout là. ICQ, merci. ICQ, on a vu arriver les lettres une par une toutes les 10 secondes, de nos collègues qui disaient We are safe, we are afraid, we go home. Mais ça, on a mis une demi-heure à recevoir ces 3 phrases. Mais on les a reçues. Le réseau a ralenti, mais il n'est pas tombé. Alors, je voudrais partager quelques leçons avec vous. Vous commencez à comprendre que quand on regarde le passé, quand on regarde les espèces de grandes lois qui sont à l'œuvre, on se dote d'outils de compréhension, de réflexion et d'action. La première de ces lois, c'est le fait que le logiciel dévore le monde. Et là, je suis allé trop vite. On va revenir en arrière. On revient en arrière. Voilà. Le logiciel dévore le monde. Ce que vous voyez là, c'est un des boosters des fusées d'Elon Musk. Quand il a annoncé qu'il allait faire réatterrir des premiers étages de fusée, tout le monde s'est marré en disant c'est impossible. Et tout le monde a continué à rigoler parce que, je ne vous ai pas passé le film, mais il y a des films très rigolos sur YouTube où on voit bout à bout toutes les tentatives de réatterrissage de premiers étages qui se soldent par des catastrophes absolues, donc tout le monde se marre. Et puis le jour où il a atterri, là en plus, en l'occurrence, là il a mairie, mais le jour où il a atterri, pour la première fois, il n'y a plus eu d'échec, sauf les amérissages qui étaient liés à des problèmes de positionnement de la barge. Mais tous les réatterrissages au sol se sont passés sans faute. C'est juste du logiciel et de l'apprentissage permanent à partir des échecs. La deuxième chose, c'est que contrairement à ce qu'on dit, je rembobine juste d'un cran, parce que je voulais faire écho à ce que disait Guillaume Passaglia tout à l'heure. Les réseaux sociaux se sont arrogés un pouvoir assez important, notamment de censure, qui est le pouvoir de décider si ce que vous dites est publié ou pas, avec une phrase que je trouve extrêmement ambiguë, où on vous dit en gros votre post n'a pas pu être publié car il est contraire aux standards de la communauté. Je n'ai pas vu la définition du mot contraire, je ne sais pas ce que c'est que le standard, je ne sais pas qui est la communauté, mais c'est comme ça qu'il s'exprime. Ce qu'on sait moins, c'est que tous ces acteurs sont en train de verticaliser leur approche, ce qu'on appelle parfois le full stack, et sont tous en train de construire leur propre microprocesseur. Ils font tous leur hardware. Nous, en France ou en Europe, on n'a plus de société on a vaguement ST Microelectronics, mais tout le reste est parti. ARM est parti au Japon. Et parce qu'on s'est toujours dit que l'électronique, c'était quand même pas très sérieux, quoi. C'est un truc pour bricoleurs. Manifestement, si Google, si Amazon, si Facebook se mettent tous, si Tesla se mettent tous à fabriquer leurs propres microprocesseurs, c'est probablement qu'ils y ont vu un enjeu de maîtrise qu'on n'arrive pas à comprendre nous. Et by the way, c'est la fin du modèle Intel. Intel est dans une situation assez difficile. Et si vous n'êtes pas convaincu par ce que je vous raconte en vous disant ouais, c'est un truc de geek, etc., lisez plutôt la couverture de The Economist. En général, quand c'est dans The Economist, c'est sérieux. Hein. Et en fait, ce que The Economist décrit, c'est l'affrontement titanesque que sont en train de se livrer les États-Unis et la Chine au sujet de la maîtrise de l'électronique et de la puissance de calcul. Et donc ce sujet des chipsets, ce sujet des microprocesseurs, est à la table des négociations entre Chinois et Américains. L'Europe est juste au menu.
Non, mais c'est impressionnant. Hein. Ça vous fait pas rire comme ça, mais c'est très très préoccupant. Vous en discutez avec, des représentants du gouvernement, avec des hommes politiques qui ne comprennent pas. Ça, pour moi, c'est un très très gros sujet de préoccupation. Toujours The Economist, et là on est sur les enjeux politiques et sur les enjeux culturels, la question de la décentralisation qui arrive avec la blockchain. Sauf que ce qui est intéressant, c'est l'interprétation du mot trust. Et le fait que fondamentalement, quand les technologies de blockchain arrivent avec la première d'entre elles qui est le Bitcoin, on est juste après la chute de Lehman Brothers, juste après la crise financière, on est donc dans un état de défiance totale vis-à-vis de l'humain, parce que l'humain a malheureusement tendance à se mettre en petits groupes pour essayer d'arnaquer tous les autres. C'est ce qui s'est passé, en 2008. La publication du white paper de Sakamoto, c'est quelques mois après. Alors, dernier phénomène sur lequel je voudrais attirer votre attention, parce qu'il doit être très libérateur pour vous, c'est le fait que la plupart de ces grandes innovations, de ces grandes ruptures, elles sont le fait d'acteurs qui, au moment où ils se lancent, sont considérés comme étant totalement illégitimes sur leur marché et plus ou moins connus. Bon, là, vous reconnaissez feu Steve Jobs. Quand il lance l'iPhone, tout le monde se marre, et notamment Nokia, qui vous dit « Attendez, ma bonne dame, tout le monde sait qu'il faut segmenter son marché et avoir une palette de 50 appareils différents pour pouvoir toucher chaque cible de consommateur. Ils en ont qu'un, c'est bien la preuve que, 1, ils n'ont pas les capacités, que 2, ils n'ont rien compris. Et puis c'est sans doute aussi le fait qu'ils ne savent pas les fabriquer, parce que, comprenez, ma bonne dame, faire un téléphone mobile, c'est un métier. Ça ne s'improvise pas. Ça fait 15 ans que nous, Nokia, on fait le travail, donc s'il vous plaît. Nokia n'est plus là pour commenter le sujet. Deuxième exemple d'un acteur totalement illégitime dans son domaine, et d'ailleurs dans plusieurs domaines, c'est M. Musk. Vous voyez le type avec des gros bras et un t-shirt noir et qui tweet tout le temps. Lui, il a fait 3 choses. Il est rentré dans 3 domaines. Il a monté 3 boîtes dans des domaines auxquels il ne connaissait rien. Il ne venait pas de l'industrie automobile, il a fait Tesla. Il ne venait pas de l'industrie spatiale, il a fait SpaceX, c'est les boosters que vous avez vus réatterrir. Et il n'avait aucune compétence en génie civil, et il fait The Boring Company, qui est en train de creuser des tunnels un peu partout, pour y faire s'y déplacer des véhicules, des passagers et du fret à très grande vitesse sous les villes pour les décongestionner. Plus intéressant encore, est-ce que quelqu'un sait qui est le jeune homme qui est à droite? Alors les geeks, vous n'avez pas le droit. Vitalik Buterin, fondateur d'Ethereum, la 2e blockchain publique la plus utilisée au monde. Quand Buterin lance son projet, il a 17 ou 18 ans, je ne sais plus très bien. Il sort de nulle part. Il a vaguement été journaliste commentant les avatars et les péripéties de Bitcoin. Il sort de nulle part. Et il dit, moi, je pense que je voudrais faire l'ordinateur mondial le plus puissant, le plus décentralisé qui soit, qui tourne sur les machines de tout le monde. Paf, le projet Ethereum. Il sort de nulle part. Personne ne l'attendait. Et ce qui est intéressant, c'est que le point commun entre tous ces individus, c'est que fondamentalement, ils n'ont demandé la permission à personne. À personne. Pas même ce monsieur, qui est maintenant reçu comme un chef d'État, tout simplement parce qu'il pourra un jour se considérer comme le chef d'une nation de 2,3 milliards de citoyens, donc plus peuplée que la Chine, et qui, quand on y réfléchit, a une connaissance et un profilage de chacun de ses citoyens, entre guillemets, beaucoup plus fin et beaucoup plus précis que celui de nos amis chinois avec leurs camarades. Je vais terminer avec la question du présent, parce que je vous l'avais annoncé qu'elle est importante à mes yeux. Vous avez vu que le futur n'existe pas, que c'est à nous de le faire. On le fera dans l'instant, on le fera dans le présent. C'est le présent qui condense absolument tout ce qui a été accumulé dans le passé, et c'est sur le présent que nous avons, chacun d'entre vous et moi, la responsabilité d'agir. Je voudrais simplement rappeler que l'enjeu du présent, c'est aussi celui de la présence. Et c'est celui de la présence je vais vous donner un seul exemple, qui est une intervention que je faisais à Sciences Po sur l'intelligence artificielle il y a un peu plus d'1 an de ça. Et à la fin, dans les questions, il y a un élève qui pose la question et qui dit « Mais est-ce qu'il y a des choses que l'intelligence artificielle ne sera pas capable de faire et sur lesquelles l'humain gardera l'avantage ?» Et j'avais évidemment pas préparé la question. Et donc, en 1 seconde et demie, j'arrive avec une hypothèse qui, pour l'instant, tient à peu près la route, qui est de dire, oui, à mon avis, il y a 2 domaines dans lesquels la machine ne supplantera pas l'homme, en tout cas pas avant très longtemps. Il y a celui de l'inspiration, c'est que la capacité à changer la manière de voir, la manière de vivre, la manière de s'organiser de millions, de dizaines de millions, de milliards d'êtres humains,
Pendant très longtemps, elle va être que le propre des humains eux-mêmes, pour le meilleur ou pour le pire. Hein. Pensez Jésus-Christ, pensez Mahomet, pensez Picasso, pensez Hitler. Voilà des gens qui sont des bouleversements de société qui sont partis d'un être humain. J'ai la prétention de croire que ça, c'est pas possible avec des machines. Et à l'autre extrémité du spectre, à l'extrémité la moins efficace qui soit, la plus fragile, la plus dérisoire, là où vous ne pouvez pas faire 2 à la place de 1, il y a la présence, il y a l'assistance aux plus fragiles, il y a le soin. Vous ne verrez jamais un thérapeute recevoir deux patients à la fois. Vous ne verrez jamais une infirmière accompagner 2 mourants à la fois. Et je peux vous dire, moi qui ai perdu mon père il n'y a pas très longtemps, que vous ne tenez qu'une main à la fois et que c'est dans cette main tenue que tout se joue. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe, c'était passionnant. Malheureusement, vu le timing, on n'a pas beaucoup de temps pour les questions-réponses. Par contre, j'imagine que du coup, tu restes dans les parages et que les gens peuvent quand même interagir avec toi. Oui, je veux bien. Écoute, je te remercie encore une fois. C'est la fin du clôture cette première journée du Festival Murex. C'était un grand plaisir de vous avoir. Je vais appeler Patrick Valvert et Loïc Lemay qui vont conclure proprement cette première journée. Déjà, à titre personnel, je tiens à tous vous remercier. Ça a été un plaisir d'animer cette journée avec vous. Non, on va conclure la première partie de la journée. Puisqu'en fait, maintenant, on vous attend sur la place de l'Équerre. La température est un peu baissée. Il y a une partie de l'équipe qui est fondue. Le reste est là. Les entrepreneurs sont partis. D'autres sont, on va l'espérer, revenir. Il y aura le live show en direct. Qui a commencé. Donc, vous pourrez continuer à discuter avec les intervenants et les orateurs. Ensuite, on aura un petit DJ set. Puis, on boira des coups. Puis, on aura un gros DJ set. Et donc, vous voyez qu'on ne fait que commencer. Et demain, on continuera. Pendant que vous étiez là, je dois dire que la salle a eu un certain succès au niveau température aussi. Pendant que vous étiez là, il y avait des workshops dans des lieux qui étaient plus ou moins réfrigérés. Donc demain, j'espère que d'après la météo, il y aura un peu plus d'air et que vous pourrez aussi, pour ceux que ça intéresse, aller dans les différents workshops et apprendre encore et échanger sur plein de thèmes. Une fois n'est pas coutume, c'est toi qui fais le programme, donc moi je vais remercier les personnes qui nous ont un peu tous aidés. Je me retourne parce que j'ai toujours un peu peur d'oublier quelqu'un, mais c'est vrai que c'est une initiative qu'on a menée à plusieurs. Ils sont pas là notamment, mais c'est vrai que le Port des Créateurs a été aussi très actif en soutien logistique. Toute l'équipe, je sais pas, il y a une partie de l'équipe qui est là ou pas, je les vois pas encore, ils doivent être sur le terrain. Donc forcément, il y a TVT, qui est juste là, représenté par son directeur général. La ville aussi a cru en projet. Enfin, quand on est venu voir la métropole, ils nous ont dit OK, vous êtes fous, mais on fonce. Enfin, c'est Patrick qui a dit ça, mais la ville l'a dit aussi. Et forcément, des membres du réseau 43, Kevin en est, il y a Brice qui est comme caché un peu derrière. J'en ai vu pas mal dans la journée. Et puis tous nos financeurs qu'on aperçoit là, qui sont présents. Donc les 2 principaux, on a vu notamment Johan qui représente Adobe depuis 2-3 ans avec nous, IBM. On a le Club de l'Immobilier, la Rue des Arts, le CIC, Naval Group, VAD. Le Crédit Mutuel, la CCI VAR, le CAUE, Wilfried, je l'ai vu quelque part tout à l'heure, Charlemagne, l'UPV, Comme Enseigne, qui, si vous avez l'occasion d'aller faire un tour avec l'application de réalité augmentée, c'est eux qui ont édité justement ces grandes bâches. Interface qui nous a prêté justement ce mobilier sur scène. On les a pas trop usés, hein. Non, c'est vrai. On pourrait s'asseoir pour en profiter un peu. Et puis tous les partenaires aussi. J'oublie Veolia. Vous aurez l'occasion, pour ceux qui sont sur le marketplace, il y a un bar à eau et c'est Veolia qui a amené ce bar à eau. La mission locale, qui vous avez dû apercevoir 3 jeunes filles qui vous ont posé des questions ou qui ont tourné un peu un tour, qui vont faire un joli reportage sur tout ça. Et puis les lieux qui sont partenaires, voilà, on a Télémédia avec l'université, on a le Télégraphe, on a l'Hôtel des Arts, on a l'Opéra, le Liberté ici présent. Ces lieux-là étaient présents aujourd'hui dans les workshops. Cet après-midi, il y avait aussi Jonathan Aucomte qui expliquait comment on faisait de l'illustration. C'était très intéressant, mais ils seront aussi présents demain pour ceux qui vont venir avec les familles. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps parce que je sens que je vais perdre des gens. Et en fait, je voudrais aussi surtout remercier, on va en profiter pour les faire venir sur scène, toutes les personnes qui ont des t-shirts verts, mauves, Allez.
Voilà, venez sur scène. Parce que tout ça, c'est pas possible sans le listing de toutes les personnes qu'on voit derrière. Toutes les personnes qui travaillent depuis des mois, depuis des semaines, toute la journée. Si les orateurs aussi peuvent monter sur scène, parce qu'en fait, un programme n'est rien sans des orateurs. Guillaume, oui, tu peux monter. Chloé. Profitez que tout le monde soit un peu là. Johan, je ne sais pas le nombre de personnes. Alors, ils ne sont pas tous présents, les bénévoles. Il y en a encore une partie qui est sur les marketplaces, qui sont dans les ateliers, sur les workshops. Donc, je voudrais que vous applaudissiez un peu plus fort ces personnes qui ont donné de leur temps, leur énergie. Merci à tous. Merci à vous tous. Ouais. Et le Murex est loin d'être fini. Le Murex a fini ce soir sur la première journée. Ça continue demain. Il y a même un DJ set demain. Et surtout, le Murex, c'est la première édition. Donc, on espère que vous soyez tous là l'année prochaine, que vous soyez encore plus nombreux, que nos gentils bénévoles seront encore là l'année prochaine, que nos orateurs, certains ont promis, seront déjà là. Donc, on les attend de pied ferme. Voilà, on remercie toute l'équipe. Voilà, on les a vus afficher tout à l'heure. Et puis, un gros merci surtout à vous, parce que vous êtes venus, vous avez accepté de jouer le jeu. Je vais te laisser. On a un chiffre qui est tombé tout à l'heure. On a doublé nos espérances, si on peut dire, parce qu'on avait tablé sur 300 personnes pour participer à tous nos conférences et ateliers. On a appris qu'on était déjà plus de 600. Donc ça va au-delà de nos espérances. Pour une première édition, c'est formidable. Et ça n'augure que du très très positif pour les prochaines éditions. Bravo. 1000. Voilà, on peut applaudir. L'année prochaine. Quand même. Donc, on va tous se diriger vers le marketplace. C'est pas moi qui fais le ménage demain. Hein ? C'est pas moi qui fais le ménage demain. Ouais, c'est pas. On attend quelques personnes en bénévole dans le public pour nettoyer la scène. Ça serait sympa que quelqu'un se dévoue pour remplacer les personnes sur scène. Non. On a des t-shirts. Voilà, donc venez tous au marketplace. On va en profiter pour prendre un verre et se détendre, tester les applications, les sites, les startups qui sont présentes. N'hésitez pas, on se retrouve tous là-bas, on descend. Et à tout à l'heure. Merci à tous. Merci à tous.